Henri Désiré Nzouzi, l'Arabie Saoudite investit 91 milliards de dollars en Afrique. Quels secteurs bénéficieront de ces fonds et pourquoi ces fonds? Alors, l'Arabie Saoudite, il faut bien planter le décor, hein. Donc, c'est historiquement l'un des plus gros, c'est pas le plus gros producteur mondial de pétrole. C'est une place centrale d'un point de vue géopolitique au Proche et Moyen-Orient. C'est aussi, et surtout, il faut bien le rappeler, un nouveau membre des BRICS, hein, qui a intégré cette organisation le 1er janvier 2024 aux côtés des Émirats arabes unis, de l'Iran, mais également de l'Égypte et de l'Éthiopie. Donc ce sont les nouveaux membres. Et vous avez une volonté de l'Arabie saoudite de prendre sa part dans le développement du continent en se positionnant en ordre utile parmi les puissances émergentes aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de la Turquie. Quand vous regardez la hauteur du niveau d'engagement promis par l'Arabie saoudite, on est véritablement dans une échelle totalement différente. Il est vrai que dans un premier temps, il y aura des enveloppes de l'ordre de 25 à 40 milliards pour des projets d'infrastructure, mais également dans un certain nombre de secteurs porteurs d'avenir. Mais vous avez une volonté ferme des Saoudiens de pouvoir, eux aussi, participer à ce jeu, cet échiquier africain où s'entremêlent parfois des intérêts antagonistes et contradictoires pour y trouver tout simplement sa place. Et c'est de bonne guerre parce que aujourd'hui vous avez des acteurs globaux qui sont soit affaiblis par la persistance de certaines crises. On voit que l'engagement de la Russie en Ukraine ne lui a pas forcément porté chance. Aujourd'hui, vous avez une industrie de guerre, une économie de guerre qui s'est mise en place en Russie et qui, paradoxalement, a intérêt à se poursuivre parce qu'en cas d'accord dans la crise ukrainienne, eh bien, les Russes pourraient en payer le plus lourd tribut. Et donc, on voit très bien que lorsque vous avez des acteurs qui s'affaiblissent, vous en avez d'autres qui essaient de tirer profit de la situation pour avancer leurs pions et se positionner de façon utile pour justement, je dirais, se déployer à l'international. La mise en place d'un mécanisme de vérification à Goma entre la RDC et le Rwanda pourrait-elle vraiment garantir la paix dans la région des Grands Lacs? Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Malgré la mise en œuvre de ce mécanisme, il y a toujours les troupes rwandais, il y a toujours le M23 qui continue de sévir. Quelle lecture faites-vous, Henri Désiré Nzouzi? Bon, d'abord, ce mécanisme conjoint de vérification ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter à 2022, lorsque la fameuse feuille de route de juillet 2022 a été mise en place, élaborée à Luanda. Il y avait une vraie, disons, volonté des différents acteurs de pouvoir aller dans le sens de sa mise en œuvre. Mais ce que l'on a vu dans les faits, c'est exactement ce qui se répète à l'envi sous nos yeux. Vous avez d'une part le Rwanda qui, en réalité, a tout intérêt à s'engager vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de l'Union africaine, pour montrer sa volonté d'aller vers une solution négociée, mais tout en laissant au M23 une liberté opérationnelle totale pour violer des cessez-le-feu qui sont signés par le Rwanda et de dire par la suite qu'ils ne se sentent pas concernés ni liés par tel accord. La difficulté à l'heure actuelle, évidemment, c'est que, et c'est cela qui justifie la mise en place de ce mécanisme, c'est de pouvoir certifier, valider, confirmer les allégations de toutes les parties. Lorsque vous avez le gouvernement congolais qui, de manière tout à fait légitime, considère que le Rwanda n'a pas répondu favorablement ou n'a pas respecté la lettre et l'esprit de ses engagements, il faut une instance neutre qui puisse être en capacité de vérifier et de certifier cela. De la même manière, lorsque les Rwandais estiment que l'armée congolaise a avancé dans ses différentes positions, eh bien, c'est à cette structure de le faire. Mais lorsqu'il s'agit du M23, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là justement que réside toute l'ambiguïté de ce mécanisme, parce qu'il serait, me semble-t-il, hasardeux de se satisfaire de la mise en place d'un tel mécanisme dès lors que son efficacité, en fait, vis-à-vis de nos agresseurs,
est totalement relative. Je peux signer un cessez-le-feu, mais je ne vais pas empêcher mes supplétifs, mes proxys, mes affidés de le violer. Et c'est un peu dans ce confort douillet que s'enferme le Rwanda depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est effectivement de s'engager fermement vers une résolution du conflit, mais tout en laissant au M23 le soin de continuer à manœuvrer en toute impunité. Et ça reste effectivement le fond du problème. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler du dîner d'affaires diplomatiques et économiques de Kinshasa, qui a marqué d'une très belle empreinte les grandes activités en République démocratique du Congo. Comment expliquez-vous le succès de la première édition? Vous savez, l'idée sous-jacente de ce dîner était de pouvoir honorer les investisseurs nationaux, donc locaux et internationaux, qui par leur activité, par leur investissement, impactent de manière durable sur le développement de la RDC. Il fallait donc aller vers ces entreprises, vers ces communautés, vers ces entrepreneurs qui ont eu cet éclair de génie en s'engageant fermement sur cette voie, en créant une activité, en créant des écosystèmes qui aujourd'hui permettent à de nombreux Congolais non seulement d'en bénéficier et d'en profiter, et qui donne de la RDC une image de modernité, une image de développement. Et donc, il fallait identifier ces différents acteurs en étant évidemment juste dans l'examen de chaque candidat éligible à ces différents prix. Nous avons pris le pari de nominer dans plusieurs catégories différentes entreprises et de décerner un brevet d'investisseur modèle à ces différents nominés, histoire de leur montrer que nous leur sommes reconnaissants pour les efforts qu'ils ont consentis. Après cela, il y avait les trophées. Il y en a eu 17 qui ont été décernés. Et là, l'idée n'était pas nécessairement de décerner un trophée à la plus grosse entreprise, à la plus vieille entreprise. Ce que l'on a voulu justement récompenser, c'est à la fois l'innovation, l'audace, la créativité, et puis surtout la capacité de ces investisseurs à s'adapter à leur temps. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai succès. Nous avons décidé désormais tous les 2 ans de décerner ce prix, mais je peux vous assurer que nous risquons de devoir le décerner chaque année parce que le monde évolue à un rythme extraordinaire. En 6 mois, vous avez de nouveaux acteurs qui apparaissent. Ils peuvent bousculer, je dirais, les habitudes des consommateurs. Et il nous appartient d'être à la fois attentifs, mais aussi, je dirais, à l'affût de ces nouveautés qui ne peuvent faire que du bien à notre pays. Et un mot par rapport au networking. Est-ce que c'est le dîner d'affaires diplomatiques économiques est un grand format du networking? Alors, en tant que co-organisateur, j'avais souhaité que le networking puisse prendre toute sa part, ce qui a été le cas puisque avant la tenue même de ce dîner, j'ai organisé un networking auquel participaient certains des nominés. Je parle d'entreprises, d'entrepreneurs ou de structures. Et il était question pour moi, ce jour-là, avec Madame Berthe Chasserie, la co-organisatrice, de pouvoir expliquer notre motivation première à l'approche de ce rendez-vous important. Le jour de l'événement proprement dit, c'est-à-dire le vendredi 25 octobre dernier, ce que nous avons décidé de faire aussi, c'était d'organiser un business meeting avec 3 panels de discussion axés, vous l'aurez deviné, sur les financements, sur l'innovation et sur le développement, histoire de montrer que pendant que ce processus d'investissement se fait en interne avec des acteurs nationaux et internationaux, ceux qui aspirent à devenir des acteurs majeurs dans notre pays en termes d'opérateurs économiques, en termes d'investissement, pouvaient venir prendre toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'affiner leur stratégie. Est-ce que cette édition du dîner d'affaires, on le retrouvera peut-être en Belgique ou dans un autre coin du monde? Alors, l'idée, c'est de promouvoir les investissements en RDC en récompensant ceux qui ont pris le risque de le faire.
Et quand je dis prendre le risque, je le dis de manière tout à fait noble, c'est-à-dire que investir n'est pas toujours chose aisée. Il y a toujours un processus. Il y a, je dirais, une réflexion qui est faite, on essaye d'évaluer les risques, etc. Mais lorsque cela se fait, et lorsque l'accompagnement de l'État se fait sentir, hein, on le voit à travers des initiatives comme le guichet unique, comme la zone économique spéciale, comme l'accompagnement des entrepreneurs, hein, le fonds de garantie de l'entrepreneuriat, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Vous avez toute une série de dispositifs, je ne vous parle même pas de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, vous avez des dispositifs, des mécanismes qui sont mis à disposition par l'État pour précisément servir d'incitant aux investissements. Et si nous pouvons porter la bonne parole hors des frontières de la RDC, évidemment, nous n'hésiterons pas à le faire. Mais ce qui est important, c'est que la RDC redevienne attractive sur le plan économique et en termes d'investissement. Henri Désiré Zouzi, nous devons vous libérer. Nous savons que vous avez un agenda chargé au Sénégal, à Dakar. Encore une fois, pour ceux qui nous suivent, pourquoi vous vous retrouvez à Dakar, au Sénégal, à cet instant? Pour participer à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, placée sous le signe de l'éveil, puisqu'il s'agit de nous intéresser aux différents défis auxquels font face les artistes africains, justice sociale, environnement, identité culturelle, et réconcilier à la fois le passé, le présent et l'avenir.